Octobre 2022. Un colloque est sur le point de débuter au Coda Art Center. Pédostop en est l'organisatrice, une ONG créée en 2006 et relancée en 2012. Elle a invité 2 spécialistes de la Réunion pour des conférences et des sessions de formation. Je ne sais pas comment remercier Pédostop de cette... Christine Vinelda Douzin, psychiatre depuis 24 ans à La Réunion, elle est spécialiste des psychotraumas et de ses conséquences. Élise Vernet, elle est psychologue clinicienne. Sa spécialité, le développement de l'enfant et de l'adolescent. Elle travaille elle aussi à La Réunion. Dont il est question souvent dans les agressions sexuelles dans l'enfance et dans... Pédostop combat la pédocriminalité à Maurice. Elle informe, elle forme et elle soutient les victimes, adultes comme mineurs. De non-dits, de deuil non fait, c'est toujours des vécus honteux. On doit sucrer, on respecte, en même temps on doit dénoncer. Ces sessions de sensibilisation ont touché 760 personnes, des travailleurs sociaux, des policiers, des professeurs ou encore des membres du public sensibles à ce problème qui touche plus de monde qu'on ne le pense. Pédostop a animé 280 sessions de suivi psychologique. ONG, en état d'alerte, pédophilie, ne plus se taire. Une édition consacrée à un problème de société tabou. Avant d'intervenir lors de sessions de formation, les 2 expertes de La Réunion animaient une conférence sur le thème de la transmission transgénérationnelle dans les violences sexuelles. La salle a été très attentive aux points soulevés. Ça nous touche profondément parce que, comme je vous dis, notre réalité se trouve avec les enfants. On travaille avec les enfants, on est en permanence, on est en contact permanent avec les enfants. On a cité des exemples d'ailleurs, on a donné des chiffres d'ailleurs. Est-ce que ça correspond à ce que vous vivez vous au quotidien? Au fait, je ne connais pas vraiment les statistiques précises, je vais dire, à Maurice, mais c'est vrai que, comme dans toute région, tout pays, je trouve qu'on se retrouve quand même. Par rapport à la France, on a ces fléaux-là, C'est un sujet tabou, ça, l'inceste, la violence envers les enfants. Autour de vous, c'est facile d'en parler, de gérer cette situation? Comme vous dites, c'est un sujet tabou, mais vu que nous, on travaille avec les enfants, on essaie quand même de gérer, de pouvoir en parler. Et c'est surtout, si on est là, on apprend, on a des outils, comment faire face à cela et comment en parler. Parce que, comme on voit, se taire, c'est laisser faire. Une nouvelle loi est en vigueur depuis quelque temps et qui protège plus les enfants. Mais il y a quand même des axes où il faut sensibiliser les uns et les autres. Quel est votre point de vue sur le travail encore à faire sur le terrain par rapport à tout ce que prévoit la législation en cours? Alors, il y a 3 nouvelles lois qui ont été gazettées à partir de janvier, le Children's Act, le Children's Court Act et le Child Sex Offenders Register Act. Ces lois sont très claires et apportent aussi de nouvelles offenses, de nouveaux offenses comme le child grooming, le bullying, le privacy des enfants. Donc il y a beaucoup de choses dans ces lois que vraiment, je pense qu'il faut que les gens savent. Que ce soit les stakeholders qui travaillent avec ces lois et aussi que la société civile connaissent qu'est-ce que ces lois contiennent et que les enfants puissent aussi savoir se prévenir contre l'abus sexuel. Vous me dites que vous êtes une mère ordinaire, mais les mères ne sont pas ordinaires. Qu'est-ce que vous êtes venu écouter ici? Alors, je suis venue chercher un peu plus d'informations sur un sujet qui m'interpelle, puisque comme la majorité des gens, je suis concernée par le problème d'abus et de violences sexuelles qui existent dans toutes les familles. Et j'ai décidé d'approfondir la question pour justement conscientiser et devenir moi-même plus consciente de la nécessité de ne pas faire de secret
sur les histoires de famille qui sont tabous, qui sont cachées, qui restent non dites et qui sont comme ça transmises aux générations suivantes grâce à ce secret-là. Il y a un point en particulier qui vous a plus touché dans ce qui a été dit jusqu'à maintenant? Alors, allons dire que c'est comment, grâce aux non-dits, les traumatismes descendent de génération en génération. Il y a des faits qui se passent à une certaine génération et puis celle du bas oublie d'en parler ou ne veut plus en parler et subitement, à la 3e ou 4e génération, on voit le comportement du descendant qui répète ce que son ancêtre a fait. Et je trouve ça très intéressant d'approfondir certains comportements qui méritent d'être pris en charge de façon transgénérationnelle. Vous êtes très observatrice. Il y a des choses comme ça qui vous ont touché, j'imagine, depuis un moment. Autour de vous, comment vous voyez la situation? Vous en parlez? Alors oui, je me documente personnellement, mais malheureusement, je suis assez déçue de constater que quand j'essaye de partager ou de conscientiser un peu mon entourage, je trouve qu'il y a peu de réponses, il y a peu de réactions. Les gens sont encore assez loin de la prise de conscience de la nécessité d'aller au fond des secrets. C'est Élise Vernet, qui est psychologue clinicienne à La Réunion. Je ne vais pas parler beaucoup d'elle. Christine Vinilda-Douzin est psychiatre, exerce depuis 24 ans à La Réunion. Sa spécialité, le psychotrauma et ses conséquences. Quel est votre ressenti à l'issue de ces échanges? Alors, très égoïstement, déjà, je suis soulagée parce que la conférence est finie et elle s'est bien passée. Parce que c'est un sujet, comme je l'ai dit, très complexe et que parfois on a envie de dire beaucoup de choses et qu'il faut savoir faire le tri. Et la question de la transmission, c'est vraiment un sujet important. Donc là, si je vois tout le monde satisfait, pour moi, c'est déjà un grand plaisir. Parce que transmettre, c'est aussi d'abord déjà transmettre. Partager, parce que je pense que c'est les questions des violences en général et des violences sexuelles. C'est justement la transmission par la parole, par l'échange, qu'on commence à lever les couvercles du silence, à lever les couvercles des marmites où bouillonnent des tas de choses pas très jolies et que vraiment c'est vraiment fondamental que les professionnels montrent l'exemple et parlent de toutes ces questions. Comment on peut expliquer qu'il y ait une sorte d'omerta sociétale sur un sujet comme des violences sexuelles envers les enfants? Je vais donner un avis personnel, mais en même temps qui est partagé par beaucoup de monde. Je pense que comme je le disais, c'est le tabou le plus transgressé au monde. Et c'est terrible à dire, mais que ça arrange les hommes, au sens large du terme, de pouvoir continuer à abuser des enfants et à abuser des plus vulnérables. Il y a un exercice du pouvoir, une satisfaction de pouvoir que je ne peux pas comprendre, que je n'arrive pas à comprendre, mais qui se pratique depuis tellement de siècles qu'on ne peut pas l'expliquer autrement. C'est de vouloir comprendre tout ça qui a fait de votre métier, plus qu'un métier, une cause, un engagement, c'est le sens de votre vie, on va dire. Alors, c'est une somme de rencontres, c'est que j'ai commencé ma carrière en prison. C'est-à-dire que j'ai commencé ma carrière en rencontrant des agresseurs. Et dans nos études, on n'avait pas été du tout préparé à ces questions-là. Et en rencontrant tous ces hommes en prison, même si on n'a pas beaucoup, la prison en était remplie. Et puis de les écouter, je me suis dit, mais s'il y a tant d'agresseurs dans la prison, il doit y avoir des femmes, des hommes, des enfants dehors qui sont victimes. Et ma foi, dès que je suis sortie de prison, entre guillemets, je les ai rencontrées, ces victimes. Et à partir de ce moment-là,
Voilà, il y a eu plusieurs processus qui se sont entremêlés et effectivement, tout doucement, l'ensemble de mon parcours professionnel s'est organisé pour prendre en charge d'abord la question du trauma au sens général du terme, parce qu'il y a 25 ans en arrière, on était loin de prendre en charge les traumas, donc tous les types de traumas là. Et puis de plus en plus ces questions-là. Et puis effectivement, en tant que femme, j'ai beaucoup de mal à pouvoir accepter qu'on traite les femmes comme elles sont traitées, sans respect, sans maintien de leur dignité. Et donc c'est effectivement aussi devenu un combat personnel. En début de conférence, vous dites qu'il est plus facile de construire un enfant que de réparer un enfant solide. Un enfant solide, oui, c'est bien de préciser, que de réparer un humain, un homme brisé. Quand vous rencontriez encore ces enfants qui sont victimes d'abus, vous anticipez sur ces adultes que brisés dès le départ, il va falloir construire, aider d'une certaine manière? Alors, il se trouve que si on est venu à deux, c'est que moi je travaille beaucoup plus avec les adultes et ma collègue beaucoup plus avec les enfants. D'abord parce qu'elle est spécialisée dans la prise en charge des enfants. Et moi, c'est presque par choix que je prends plus en charge les adultes. Parce que je suis un peu tricheuse, j'ai l'impression de réparer 2 générations ou 3 générations en même temps. C'est-à-dire que quand je prends en charge vraiment les adultes, je travaille vraiment avec, comme je le disais dans la conférence, j'invite la famille. Je ne l'invite pas au sens forcément physique, ça peut arriver, mais et on travaille sur quel genre de parent je vais pouvoir devenir, comment je vais pouvoir arrêter de retransmettre, pas forcément la maltraitance, mais la négligence ou la difficulté, parce que ce sont des femmes qui ont tellement eu de blessures que faire un câlin, une chose aussi simple que ça devient très compliqué. Dire je t'aime, ça devient très compliqué. Donc c'est les aider à se reconstruire de telle manière qu'elles puissent redevenir des humains qui ont des relations affectives normales. Et donc du coup, j'ai l'idée que ça paye aussi pour les enfants, les petits-enfants et les générations. Donc c'est un petit peu égoïste. Un père a posé une question, est-ce qu'une victime doit en parler à ses enfants? C'est une question effectivement qui interpelle. Vous répondez quoi? Alors, jamais, toujours, ça n'existe pas en psychiatrie ou dans le champ du psychisme. Mais moi, je conseille vivement que quelque chose soit dit. Bien sûr, on ne peut pas tout dire, mais au moins dire pour cette histoire de transmission, pour pas qu'il y ait des trous dans l'histoire et pour que l'histoire soit fluide et compréhensible, c'est important de nommer. Moi, quand j'ai été enfant, ça peut être simplement, j'ai subi des choses vraiment difficiles. J'ai pas été bien traitée. On peut commencer comme ça. Et puis après, ça peut être plus tard, et plus les enfants grandissent, on peut donner des informations. Il ne s'agit pas de raconter son intimité parce que ça appartient quand même aux adultes. Et il y a des choses que les enfants n'ont pas à savoir. Mais c'est vraiment important. Et si je te le dis, c'est parce que peut-être cet oncle-là, ou ce grand-père-là, ou ce père-là, il faut que tu te protèges. Et puis c'est aussi le moyen, nous, d'éduquer nos enfants pour leur expliquer que mon corps, c'est à moi, donc personne n'a le droit de le toucher, personne ne peut se comporter de telle et telle manière. Ça va avec tout ce que des parents doivent faire, à mon sens. La transmission, c'est le thème de la conférence, c'est un sujet vaste qui n'a pas été forcément très étudié dans ce domaine-là. Il y a une mère que nous avons rencontrée qui parlait de ces secrets qui sont transmis, des secrets très très lourds et qui pèsent encore dans les relations entre les membres d'une famille. Et on voyait des patterns, comme on dit ici, qui se répétaient de génération en génération. Ce n'est pas évident de manœuvrer quand on a affaire à ce genre de pesanteur. Ça peut briser
des familles et des couples qui ne sont pas conformés en fait. Tout à fait, c'est une des raisons pour laquelle les secrets restent. C'est parce que les enfants ne parlent pas parce qu'ils sont persuadés que ça va briser la famille. Mais ça ne va rien briser puisque cette famille est déjà détruite à l'avance. Elle est construite sur du faux, sur du mensonge. Mais bon, c'est une illusion. Mais tout enfant qui va révéler va prendre le risque effectivement de voir sa famille éclater et de devoir faire face à être traité de menteur, à être traité de paria, à être rejeté. Et ça, c'est une chose très, 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 très difficile à vivre. Mais c'est le seul moyen quelque part d'être libre, de retrouver la liberté et de briser la chaîne infernale. Il faut couper. Ça nous amène à la dernière question pour le moment. Bien traiter un enfant, c'est un devoir. Pour moi, oui. Je pense qu'une société qui traite mal ses enfants n'est pas une société humaine. Enfin, je ne sais pas quel genre de société ça peut être. Mais pourquoi faisons-nous des enfants ? Si on ne les respecte pas, si on ne les aime pas, si on ne leur apprend pas des valeurs qui vont vers le haut, avec tout ce qu'on sait, avec tous les développements scientifiques, technologiques, on ne sait pas donner la chose la plus essentielle au monde, qui est l'amour, et la tendresse, le respect. C'est quand même étrange. On est des drôles de bêtes. Élise Vernet est psychologue clinicienne. Elle exerce auprès des enfants et adolescents dans des centres médico-psychologiques. Quand on vous a proposé de venir animer ce colloque à Maurice, c'était l'occasion pour vous de partager une très très riche expérience. Comment vous l'avez abordé cette conférence ? Avec Entrain, c'est ma collègue avec qui je suis venue qui m'a proposé de faire avec elle ce travail. Et c'est vrai que c'était l'idée pour moi de partager certes notre expérience et certes d'arriver avec nos outils, mais c'était aussi l'occasion de découvrir notre île-sœur et les professionnels qui y travaillent et de commencer aussi à pourquoi pas construire des choses ensemble, mais en tous les cas c'était vraiment l'idée de partager. Et comment on arrive à ce domaine ? Comment est-ce qu'on se dit, voilà, c'est le genre d'études que je vais aller faire et c'est le genre de métier que je veux pratiquer ? Alors, j'ai pas tout à fait la réponse. Moi, je sais qu'à la base, donc, je suis psychologue clinicienne. Je me suis tournée un peu par hasard vers les études de psychologie et j'y ai découvert beaucoup de richesses sur le fonctionnement, sur plein de choses, sur une recherche de compréhension, de comment aider l'autre aussi. Je me suis spécialisée après dans le développement de l'enfant et de l'adolescent et je suis arrivée un petit peu par hasard dans le domaine du trauma. Et ça m'a beaucoup plu et après je me suis investie et je me suis encore spécialisée là-dedans. Il y a une façon d'approcher les enfants quand ils étaient victimes de violences sexuelles. Comment est-ce qu'on se prépare à cela ? Parce que ça demande beaucoup de vous, j'imagine. Alors il y a toute la formation aussi de psychologue à la base. Moi j'aime beaucoup l'idée de mettre une blouse, c'est-à-dire qu'on met quelque chose qui nous protège mais qui reste un petit peu ouverte. C'est-à-dire c'est pas tout à fait un bouclier parce qu'on doit rester sensible. L'une des choses essentielles c'est d'être à l'écoute de l'enfant, d'entendre sa détresse tout en restant face à lui, j'allais dire solide mais en tous les cas en ne s'écroulant pas. Souvent quand les enfants parlent à leurs proches, la première chose qui se passe, c'est que les proches, à juste titre, vont s'effondrer, vont avoir de la colère, vont avoir des larmes, vont avoir de fortes émotions comme ça. Et l'enfant, comme le parent, va vouloir protéger l'autre. Donc une chose qui va se passer quand souvent l'enfant parle et que face à lui l'adulte s'effondre, c'est que l'enfant se dira « moi j'ai fait du mal à l'adulte, il faut que j'arrête, il ne faut plus que j'en parle ». Nous, en tant que professionnels, l'idée c'est qu'on est formé à écouter, qu'on peut le dire à l'enfant et qu'on est là face à lui sensible à ce qu'il nous dit. On peut aussi être touché, mais on n'est pas dans l'effondrement. On est là, on tient un cadre, on le sécurise et on lui explique que oui, il peut nous raconter, que oui, on est formé pour l'entendre et que oui, on est là pour l'aider et qu'il peut tout nous dire. Avant de tout dire, il faudra lui enlever ce sentiment de culpabilité, entrer dans son monde du silence tout en l'entendant. C'est pas très évident. Donc comment amener un enfant à se livrer comme ça tout en le rendant pas plus fragile qu'il ne l'est déjà ? Alors l'idée déjà c'est d'écouter. Parce que bien souvent on nous dit mais comment amener les enfants à parler ? Mais en fait souvent ils le font. Souvent les enfants vont poser des questions, vont avoir des interpellations, vont même avoir des comportements qui vont nous interpeller.
mais bien souvent l'adulte ne veut pas voir. Donc la première étape déjà, c'est de l'entendre. D'entendre ce qu'il nous dit et d'entendre les signaux. Après, pour l'accompagner à parler, la culpabilité, elle est là. C'est ce qu'on disait aujourd'hui, c'est chez toutes les victimes, même si elles sont innocentes, même si ce n'est pas de leur faute, il y a ce sentiment de culpabilité. Donc c'est aussi pouvoir l'accueillir dans un premier temps, le respecter, parce qu'on est là pour accueillir ce que l'enfant ressent, pas pour lui expliquer ce qu'il doit ressentir. Et donc c'est au fur et à mesure, on va travailler ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique, la confiance, pour amener l'enfant à se livrer à nous et toujours s'assurer d'être là pour le rassurer, pour faire en sorte qu'il ne parte pas plus mal qu'en arrivant. Et bien souvent, on pense que pour avancer, il faut oublier et donc ne pas parler de ce qui nous est arrivé, alors que bien souvent, plus on en parle avec des professionnels, j'entends des gens formés dans le soin, donc c'est pas parler pour raconter, c'est parler pour explorer, aller rechercher ce qui s'est passé dans le corps, dans la tête, dans les émotions et tout ça, et d'amener l'enfant à s'apaiser avec ça au fur et à mesure. Vous avez cité des chiffres aux ONG qui sont là, aux professionnels, aux membres d'organisations gouvernementales qui sont dans ce domaine. Et ces chiffres ne sont pas très rassurants. Une fille sur 6, un garçon sur 13, une fille sur 5, pardon. Une fille sur 5, un garçon sur 13, et ces chiffres risquent d'augmenter. Et c'est un sujet tabou, mais on en parle. Comment expliquer ça? Il y a quoi à faire pour diminuer ce genre de statistiques? Alors l'idée, c'est qu'effectivement les chiffres vont augmenter parce que plus on en parle et plus on se rend compte qu'il y a des cas. Et l'outil essentiel, c'est la parole. C'est interpeller, c'est faire prendre conscience aux gens que c'est pas un cas isolé, que ça touche tout le monde, toutes les sociétés. C'est pas une histoire d'argent, de pouvoir ou de quoi que ce soit. Toutes les sphères de la société sont concernées. Et plus on en parle et plus on permet aux victimes de libérer la parole, de pouvoir dire « hep, moi il y a un petit souci à la maison, moi il y a un petit souci avec un tel ». Et l'idée c'est que plus on en parle et plus on va casser tout ce système-là. Parce que ça repose sur le secret. Et plus on se tait et plus on laisse faire. Il y a donc des secrets à dévoiler. Quand vous travaillez à La Réunion, donc vous rencontrez les enfants de La Réunion, pas seulement réunionnais, mais ceux qui sont à La Réunion, vous entendez vos confrères à Maurice, vous échangez avec les ONG, vous lisez ce qui est écrit dans ce domaine. Ça vous dit quoi de cette société dans laquelle on vit aujourd'hui en 2022 ? Qu'on a encore beaucoup d'œillères, que même si on commence à en parler, il y a encore besoin d'en parler, parce qu'à chaque fois qu'on parle de ces chiffres, comme vous l'avez dit, ça interpelle et tout le monde se dit « Oh, ah bon, c'est tant que ça ?» Et encore, il y en a encore beaucoup plus. Donc il faut continuer, c'est un petit peu une lutte sans fin, c'est sensibiliser les gens, c'est en parler. Et on se dit à chaque fois que c'est un petit peu à La Réunion, on dit tipa, c'est-à-dire qu'on va doucement, certes on fait les choses, mais il y en a encore pas mal à faire. Mais chaque étape est essentielle et chaque sujet qui en parle permet peut-être de libérer la parole d'un enfant ou d'un adulte qui a été un enfant victime. Et c'est ça qui est essentiel. Content jusqu'à présent de comment ça se passe, les colloques ? Ravie. Je ne m'attendais pas à un tel response. Donc je suis agréablement surprise de voir que beaucoup de gens se sont inscrits, sont venus. Et donc du coup, ça veut dire que même si le sujet est très tabou et très délicat, ça a un intérêt pour les gens. Je suis contente de voir que les ONG et les institutions publiques ont trouvé ça intéressant de participer, de venir prendre ces informations, de venir prendre ces savoirs et ces outils. Et j'espère que ça va leur servir dans leur pratique de tous les jours. Quand on veut faire du social, on veut aider, on pense à toutes sortes de domaines, pas forcément dans le domaine qui nous concerne aujourd'hui, c'est-à-dire la violence contre des enfants. Comment vous vous êtes retrouvé à Pédostop ? Alors, en tant que psychologue, j'ai surtout été sur le terrain, dans les cités. Donc là, on se prend la violence intrafamiliale dans la figure. C'est pas un sujet qu'on peut éviter quand on travaille avec les populations les plus défavorisées. Et donc du coup, c'est de là qu'est venu mon intérêt. Et puis surtout, quand j'ai réalisé que parmi mes patients, énormément d'entre eux avaient subi des violences sexuelles dans l'enfance, des agressions, et que finalement, c'était pas quelque chose d'anodin. C'est pas quelque chose qui arrive chez le voisin. Et donc là, par contre, ça a changé tout mon regard sur la façon dont je travaille, sur la façon dont j'aborde mes patients et sur ma pratique. Et comme on a vu les chiffres tout à l'heure, une fille sur 5 avant l'âge de 11 ans est concernée par les abus sexuels. Ça fait 20% de la population mondiale féminine. Ce n'est pas anodin.
comme disait notre intervenante, c'est un problème de santé publique majeur. Ça veut dire que 20% de la population féminine mauricienne est concernée par ça et va développer des symptômes, des maladies, des troubles du comportement, des troubles du sommeil, etc., etc. Donc ça a un coût aussi pour la société de prendre en charge les conséquences des abus sexuels. Vous avez rassemblé donc le côté public, le côté privé, les ONG, ceux qui sont impliqués dans la protection des enfants. Et tout le monde est attentif et tout le monde est un peu effrayé par rapport aux chiffres. Nos intervenantes nous viennent de La Réunion. Est-ce que la méthode de La Réunion française, c'est une méthode qui pourrait nous inspirer ici? Est-ce que les outils partagés, on pourrait les appliquer dans notre système ici? Tout à fait, parce que ce sont des outils qui sont basés sur des études déjà. Nous, à l'île Maurice, on n'a pas ce genre d'études, donc on est bien obligé de s'appuyer sur ce qui se fait à l'étranger jusqu'à ce que ça se fasse chez nous, hopefully. Donc il faut bien qu'on s'appuie dessus, qu'on dérive de ces outils. Maintenant, à nous, Mauriciens, de s'approprier ces outils-là. Alors bien sûr, là, elles sont d'origine française, elles exercent à La Réunion, donc elles parlent le français. À nous, maintenant, après cette formation, de mettre ça dans notre langue, dans notre créole. Et quand on repart vers nos patients, quand on repart vers ces enfants qu'on accompagne, ces familles qu'on accompagne sur ce parcours-là, de pouvoir mettre ça à leur niveau de compréhension. C'est-à-dire trouver des images en créole qui vont pouvoir traduire des concepts qui peuvent paraître difficiles ou des mots très... La langue française est très connue pour ça, d'avoir des mots qui font peur, transmission transgénérationnelle. C'est simplement nous pessorier, nous bagages d'une génération à l'autre génération. Donc c'est de trouver... Notre travail, ça va être de nous approprier ça, de digérer cette information-là, de le mettre dans le contexte culturel mauricien, de le mettre dans la langue mauricienne, dans notre créole, et de pouvoir le partager par la suite avec nos patients et les familles. Et Pédostop, qui a été créé il y a une quinzaine d'années, relancé il y a une dizaine d'années, est très actif dans ce domaine, discret mais très actif. À partir de là, qu'est-ce qui va se passer, à part le fait de créoliser un peu tous ces concepts et d'être plus évidemment attentif à la situation sur les terrains, on va dire. Qu'est-ce qui va arriver après là? Alors, ce qui va arriver après, c'est qu'on va être un peu moins discret. J'ai l'intention de faire connaître Pédostop. On a des campagnes de pub qui vont venir derrière, de publicité sur les bus, sur certains billboards qui se préparent. On a aussi fait une étude avec notre partenaire DCDM Research. Donc, on va publier bientôt les résultats de cette étude et les partager. Derrière, il y a des sessions d'awareness qui viennent dans les ONG, dans les écoles, dans les entreprises. Donc, on va faire du bruit, vous allez nous entendre. Et puis, on va essayer de multiplier aussi ces échanges l'année prochaine. Ça, c'est un premier échange. Donc, il faut qu'on lance des partnerships avec d'autres ONG à Maurice, avec des ONG à l'étranger aussi, et voir qu'est-ce qui peut ressortir de ces partnerships. Est-ce qu'on peut partager nos connaissances, partager nos spécificités et aider à éclairer le sujet entre nous. À Maurice, comme partout dans le monde, de nombreux enfants sont victimes de violences. Au vu des statistiques et du nombre d'ONG engagées pour combattre ce fléau, il est important de recueillir la parole de l'enfant pour mieux le défendre.